Bon les amis, le moment est triste. Le moment est triste parce qu'il y a eu tellement de joie avec cette voiture-là, tellement de surprises, tellement de joie, tellement de suspense, que j'ai bien peur que tout s'arrête dans cet épisode-là. C'est-à-dire que vous avez vu le dernier épisode de la reprogrammation où on a atteint l'objectif qui nous était donné, 400 chevaux. Et on l'a plutôt bien réussi, je trouve, avec tous les partenaires. Maintenant, cette vidéo-là a été tournée il y a 3 semaines, pour moi, pour vous, il y a 1 semaine. Et durant ces 3 semaines-là, malheureusement, il est arrivé quelque chose avec la voiture. Et aujourd'hui, ça va être le sujet de la vidéo. J'ai bien peur que le moteur nous ait lâchés. Alors oui, les mots sont grands, mais le problème me semble grand aussi. Qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? J'ai repris la voiture un beau matin et je me suis aperçu qu'il y avait une énorme fumée qui sortait au moment de la décélération par l'échappement. Pas de problème de comportement, pas de problème de puissance, pas de problème de bruit. Tout marche absolument bien, mais je pense qu'il faut prendre le problème tout de suite avant que ce soit plus grave. Alors dans cette série de vidéos, pour atteindre l'objectif des 400 chevaux et surtout la première partie qui était le step 3 de cette préparation, il nous restait la boîte à air que j'ai reçue de chez CLM Racing à poser. Malheureusement, avec les symptômes que nous fait le moteur, aujourd'hui, on met un petit peu en suspens cette vidéo-là. Ça va dépendre du résultat de la vidéo qu'on va tourner aujourd'hui. La boîte à air devait nous permettre d'atteindre le palier des 400 chevaux et de clôturer définitivement cet objectif. Mais comme vous le savez, j'apporte beaucoup d'importance dans cette série de vidéos-là, de montrer à quel point certaines pièces peuvent être inutiles ou à l'inverse, certaines pièces peuvent apporter un réel gain de performance quand elles sont conçues et développées de la bonne manière. En l'occurrence, ce qu'on a fait avec CLM Racing. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, je n'ai pas d'avantage à mettre une boîte à air si le moteur vient à exploser sur le banc de puissance. Donc, je ne peux pas non plus monter la boîte à air pour vous dire super, j'ai monté une boîte à air, puisque l'objectif de cette série était de montrer combien de puissance rajoute tel accessoire et de manière précise avec des chiffres, avec vraiment une rigueur dans tout ça. Donc aujourd'hui, on va s'attarder sur le problème moteur de la Mégane. Si tous les voyants sont au vert et qu'on détermine que ce problème de fumée bleue est un problème pas grave, dans ces cas-là, on posera la boîte à air et on réalisera cette fameuse vidéo sur le gain avec la boîte à air. Dans le cas où on trouve des dommages trop important pour pouvoir continuer à utiliser la voiture qui, je le rappelle maintenant, fait 400 chevaux quand elle était donnée à 250 chevaux d'origine. Dans ces cas-là, la boîte à air, la vidéo sera mise en suspens. On attaquera tout de suite la réfection du moteur avec le forgeage du moteur et ensuite, on fera une vidéo sur le banc de puissance moteur forgé pour avoir une base parce que vu qu'on va toucher aux internes de la voiture, elle va avoir besoin d'un rodage, elle va avoir besoin de tout ça. La puissance finale va forcément être impactée. En positif, en négatif, pour le moment je n'en sais rien, mais on n'aura plus la même base. Donc il faudra qu'on fasse le rodage, qu'on repasse la voiture au banc pour avoir une base et ensuite qu'on monte notre boîte à air pour pouvoir déterminer précisément combien de chevaux on a gagné avec cette fameuse boîte à air de chez CLM Racing. Donc voilà un petit peu comment va se dérouler cette vidéo, ou du moins le futur des vidéos sur la Mégane. Donc maintenant je vais vous expliquer de manière plus précise le problème qu'on rencontre sur cette voiture. Alors qu'est-ce qui m'arrive avec cette voiture là? Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, pas de symptômes. Vraiment pas de symptômes, mis à part une belle fumée bleue, je dis bien bleu, pas blanc, à la sortie de l'échappement. Au début, la première fois que ça m'est arrivé, je me suis dit oh putain ça sent le joint de culasse parce que de derrière j'avais l'impression que c'était une fumée blanche. Ensuite Marion a pris la voiture et j'ai pu filmer de derrière. Et là je me suis aperçu que c'était pas blanc, mais que c'était bleu. Donc je vous mets tout de suite des images de cette fameuse fumée. Et cette fameuse fumée, pour être bleue, c'est 2 choses. Mauvaise combustion ou de l'huile qui rentre dans les chemises, donc de l'huile qui rentre dans la chambre de combustion et qui brûle. En gros, c'est pas bon. Donc du coup, cela peut venir de plein d'endroits. Ça peut venir d'un joint de culasse qui laisserait passer d'une conduite d'huile à la chambre de combustion de l'huile. Cela peut venir du turbo, mais le turbo est neuf, renforcé. J'ai vraiment du mal à y croire, mais on va quand même contrôler ça. Ça pourrait venir d'un problème de piston. C'est pas rare. Malheureusement, ce
bloc-là, malgré qu'il soit très très solide, quand on commence à le préparer, il n'est pas rare de voir des pistons qui se cassent sur les bordures de segments. Donc ça pourrait être le cas, et dans ces cas-là, c'est vraiment ce qui m'inquiète le plus, parce que ça voudrait dire que le piston pourrait exploser à tout moment sur le banc de puissance, et donc détruire le moteur, et donc de là à reforger le moteur, il y aurait tout simplement une reconstruction complète du moteur, on n'est plus du tout sur les mêmes tarifs, c'est pour ça qu'on met un petit peu en stand-by. On pourrait avoir une segmentation qui est mangée avec la prépa, et donc du coup qui laisserait passer de l'huile. On pourrait avoir un problème beaucoup plus mineur qui serait le système de recyclage des vapeurs d'huile qui laisserait passer de l'huile parce qu'on a trop de compression dans le moteur avec la puissance qu'on lui a ajoutée. Ça pourrait venir d'un défaut de combustion suite à la carto, mais ce qui me paraît bizarre, c'est que toutes les images du banc de puissance, je les ai toutes regardées, il n'y a pas de fumée au banc de puissance. Mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un problème. Donc voici la liste des check-ups qu'on va faire dans cette vidéo. On va vérifier le jeu au turbo et voir si le turbo laisserait passer de l'huile dans l'admission. Première vérification. Deuxième vérification, on va sortir les bougies, on va passer l'endoscope dans les cylindres pour vérifier si on n'a pas des morceaux de cylindre qui seraient cassés. Troisième test, on va prendre la compression de chaque cylindre. Rappelez-vous, au début du projet, j'avais noté les compressions du cylindre, donc on va pouvoir les comparer de manière précise, voir si on a eu une baisse, une usure prononcée du moteur ou pas. Pour ce qui va être le système de recyclage des vapeurs d'huile, aujourd'hui je ne connais pas comment fonctionne ce système-là. On n'a pas de PCV, on a un système qui est compris dans cette partie-là de la culasse, du haut moteur. Donc là, malheureusement, je n'ai pas la RTA sous les yeux, je n'ai pas les moyens de vérifier. Donc là, j'en appelle à vos connaissances. Si vous connaissez parfaitement comment fonctionne ce système de recyclage de vapeur d'huile, que le problème d'aspiration d'huile lors de la décélération peut venir de là, et ben je suis totalement preneur de vos conseils. Donc les amis, c'est parti, on attaque. Donc on commence par vérifier le turbo. Et les deux vis là. Parce que là, on peut voir ici que c'est pas mal gras aussi. Donc est-ce que ça peut provenir de ce fameux système de recyclage des gaz? Honnêtement, j'en sais rien. Je ne sais pas comment celui-ci fonctionne. C'est pas un système sur lequel je me suis penché. Et je vous avoue que je vous tourne la vidéo un petit peu à chaud, donc j'ai pas pris le temps ou le soin, appelez ça comme vous voulez, de vérifier ce fonctionnement avant. Donc il faudrait tout simplement que je chope la RTA de la voiture, mais on va déjà s'assurer de ce qui pourrait être grave et coûteux d'abord. Bon, après on était conscient du risque, hein. Honnêtement on a cette préparation-là, on l'a fait en connaissance de cause, donc j'en veux strictement à personne s'il y a de la casse. Et en même temps, c'est de la faute à personne, puisque mettre 400 chevaux dans un bloc qui est censé en sortir 250, on savait que ça pouvait arriver. On voulait l'éviter, bien évidemment, comme on vous l'a dit dans les vidéos, mais on était conscient. Voilà, c'est pas maintenant, il ne faut pas planifier parce que c'est cassé. Ce qu'il faut, c'est surtout éviter d'avoir une destruction, c'est-à-dire une bielle qui traverse le moteur, etc. Parce que là, au-delà de renforcer le moteur comme on avait prévu de le faire, il va falloir surtout racheter des pièces moteurs qui vont coûter une fortune. D'où le fait de faire cette vidéo. Et du coup, c'est vérification. Alors, première étape, checker si on a de l'huile dans la partie admission. C'est sec comme une trique. Allez-moi ça, il n'y a pas une goutte d'huile là-dedans. Pas une goutte. Rien. La durée, regardez, elle est sèche. Sèche, sèche, sèche. Là, il n'y a rien du tout non plus. Alors, on va démonter la durite là, parce qu'on va contrôler le jeu, parce que ça se trouve, le turbo ne laisse pas passer de l'huile dans l'admission, mais il peut très bien en laisser passer à l'échappement. Souvenez-vous, j'avais exactement ce problème-là sur l'R5 Alpine Turbo. Donc, on va continuer les vérifications côté turbo en démontant notre fameuse durite d'admission. Alors, on ne va pas démonter côté turbo, puisqu'il y a beaucoup trop de boulot et que ça ne va pas nous servir à grand-chose. Après, deux choses. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'échappement, mon échappement n'est pas gras. Venez voir. C'est un très bon indicateur pour vérifier si le turbo crache côté turbo. Ici, c'est noir, vous voyez, bon, comme un échappement, mais il n'y a pas de trace de gras. Il n'y a pas de trace d'huile. Vous voyez, ça, c'est que de la calamine. Donc ça, c'est plutôt un bon signe, le fait qu'on n'ait pas de suie grasse. Parce que la suie grasse aurait été un signe, justement, d'envoi d'huile par le côté échappement du turbo. Donc là, hop, on extrait la durite. Et là, alors je sais pas si vous allez voir, mais moi je vais aller contrôler par là-bas. Voilà. J'ai une petite goutte d'huile. Une petite goutte d'huile que je trouve étrange. Alors ça, c'est fort. C'est gras, ça ne sent pas l'huile, ça n'a pas viscosité de l'huile. Pire, j'ai de l'huile céramique, donc elle devrait être blanche, elle est transparente.
C'est quoi ce délire? Honnêtement, je sais même pas, parce que regardez, il n'y a pas une trace d'huile, il y avait vraiment une goutte. Regardez, mon doigt, il est sec comme il n'y a pas. J'ai beau tout faire, il est sec. Il est sec, il n'y a pas une goutte, quoi. C'est trop bizarre. Il y avait une goutte d'huile. Alors là, je vais contrôler au niveau de l'axe, voir si le turbo avait pris potentiellement du jeu. Il n'y a absolument aucun jeu. Mis à part le jeu normal de fonctionnement, il n'y a pas de jeu dans le turbo. Bon, alors je viens de trouver d'où provenait ma petite goutte d'huile. En fait, quand je prends ma boîte à air ici et que je passe mon doigt dedans, j'ai la même huile et la même odeur. Du coup, en gros, l'huile ne peut pas remonter, hein. Le turbo, il aspire, il pousse pas. Donc, j'ai trouvé, en fait, c'est tout simplement l'huile de mon filtre à huile. Vous savez, j'ai un filtre à huile KN. Et ben en fait, je pense qu'avec la puissance d'aspiration, ça vient en fait décrocher l'huile du filtre et du coup, ça s'est stocké en bas de la durite là. Donc jusque là, tant mieux, on n'a pas de mauvaise surprise au niveau du turbo. En même temps, j'aurais eu un sérieux doute quand même. Je connais le travail de BG Turbo. Bon, encore une fois, on aurait pu avoir un sur-régime sur le turbo qui aurait entraîné une destruction du turbo. C'est pas impossible non plus. Mais la Westgate fonctionnait, on n'a pas poussé à plus de 2 bar le turbo. Bon, voilà. J'étais plutôt serein de ce côté-là. La petite goutte d'huile m'a un petit peu mis en alerte. Mais comme je vous dis, l'huile est transparente alors que normalement elle est censée être blanche. Elle n'a pas la viscosité, elle a une odeur chelou. Et en fait, effectivement, c'est bien l'huile du filtre à air. Donc en fait, rien d'anormal de ce côté-là. Donc maintenant, eh ben, on va s'attaquer à la partie bougie. Donc on va démonter bougie, bobine. Et on va passer l'endoscope dans les cylindres pour déjà voir si on a des traces prononcées d'usure. Moi, ça y est, j'ai mon apprenti qui m'a rejoint. Tu viens ? Vas-y, viens là, beau gosse. Tu vas faire de la mécanique? Tu m'éclaires? Vas-y, éclaire papa. Nickel, top. Alors regarde mon titi là, on va retirer les bobines. Bon mon crapaud, tiens, tu m'aides? Toi tu mises quoi? Le moteur il est pas cassé ou il est cassé? Pas cassé? Tiens chef, tu mets ça sur l'établi? Là? Vas-y, super, vas-y, continue. Super. Tiens, vas-y. Force, fort, vas-y, deux mains. Vas-y, fort. Oh, super. T'as vu, c'est dur la mécanique, il faut les gros biceps. Hein. Voilà, donc là, on retire nos bougies. Donc, nos bougies qui sont neuves, qui sont revenues spécialement pour la reprogrammation après cette mauvaise aventure du mauvais grade. Tac. Donc là, niveau couleur, on va regarder déjà si on a... J'ai quand même quelque chose qui m'interpelle. Vous voyez, j'ai bien, noir, un peu noir, bien. Genre, je sais pas pourquoi, mais genre, ce cylindre là, je le sens pas. Mon petit doigt me dit que le cylindre là, il va avoir un problème. On va vérifier ça. Donc là, au niveau de l'endoscope, j'ai un endoscope qui est comme ça. J'en ai un autre sur une télécommande, mais la qualité, elle est moins bien. Je trouve au final que le meilleur rapport qualité-prix, ça reste le bon vieux câble avec l'ordinateur ou le téléphone. Bon, voilà. Du coup, faites comme vous voulez. Personnellement, c'est mon choix. Donc là, l'idée, c'est d'insérer ça dans les cylindres. Et ça va me permettre de regarder les bordures de cylindres, voir si on n'a pas d'amorce de casse ou quelque chose comme ça, ou même de détérioration prononcée due aux anciennes bougies, les fameuses bougies trop chaudes, qui peuvent être aussi à l'origine de certains problèmes. Donc on va voir ça. Et là les amis, c'est le moment de verdict. On va déjà attaquer par le cylindre 1. Donc là je me faufile dedans. Et là on va essayer de détecter. Donc là on voit bien la collerette de segment. Alors je vais mettre un peu plus de lumière ou un peu moins de lumière. Donc là j'essaie de dézoomer pour avoir mon cylindre dans son ensemble. Pour l'instant il y a deux trucs qui me chagrinent. On voit une tache d'huile ici, une tache d'huile là. Et en même temps, attention, des fois il faut se méfier avec l'endoscope. Parce qu'en fait l'endoscope peut te donner des sensations que ce soit brillant. Mais en fait là ce qu'il ne faut pas oublier c'est qu'on roule à l'éthanol. Et l'éthanol en fait vient retirer la calamine du cylindre. Et ça se trouve en fait ici j'ai un amas de calamine et ici aussi. Et l'éthanol a nettoyé le reste du cylindre. Et peut-être que c'est juste ça qui nous donne cette impression-là.
Bon, alors nous avons eu un souci d'ordinateur qui a lâché, donc revenons avec l'ancien. Honnêtement, ce piston-là a l'air bien. Hein. Alors, hop. Qu'avons-nous ici? Là, on voit que c'est gras de ce côté-là. Bon, alors là, je navigue. Vous voyez, là, j'ai mon piston. Et là, j'ai ma collerette de segment. Donc, j'essaie de naviguer pour faire le tour. Et j'essaie de tourner. Là, on voit bien la calamine qui se décolle. Vous voyez, ça, c'est vraiment l'éthanol qui fait ce rôle-là. Là, vous le voyez bien ici, là. Donc là, je fais le tour du cylindre, vous voyez. C'est vraiment au niveau de la collerette qu'il faut. Vous voyez, ici, on est ce qui semblerait être une tache. Et pour autant... Oh, un piston cassé. Oh, bah voilà. Et bah voilà, chef, on a trouvé le problème. Ce qui devait arriver, arriva. Voilà, donc là, vous le voyez très bien ici, au niveau de la collerette. Alors, hop, je vais essayer de vous le remontrer. Là, juste ici. Hop, alors c'est pas facile, hein, c'est pas moi qui gère la caméra. Ici, on voit bien la bordure du piston, là. Et là, on voit il manque un morceau, regardez. Hop, et là, on voit le segment. Ce qu'on voit ici, c'est le segment. Là. Et là, hop, le piston revient. Donc, on a clairement un piston pété. Voilà. Eh bien, écoutez, les amis, on a terminé le diagnostic. Merci, au revoir, je me casse. Non, bon, voilà, hein, c'est pour ça que c'était très important de faire cette vidéo avant de monter une boîte à air et de faire mumuse encore avec. Parce que là, pour le moment, on est à une casse, je dirais, précoce. C'est-à-dire qu'on a un tout petit morceau de piston qui s'est cassé. Je dirais que la seule chose qu'on a potentiellement endommagée, c'est l'hélice de turbo au niveau de l'échappement. Donc quand on va déposer, si on voit que l'hélice du turbo de l'échappement, elle a mangé, je l'emmènerai chez BG Turbo, ils me changeront juste l'hélice. Parce que le turbo est neuf, donc on voit bien, il n'y a pas de problème. Mais en fait, en se détachant, il y a de grandes chances que ce morceau de piston, s'il ne s'est pas cassé dans la culasse, eh ben, qu'il ait traversé l'hélice de turbo et qu'il l'ait endommagé. C'est pas impossible. Mais des fois, attention, hein, j'ai vu des trucs où genre le truc il a traversé et par le miracle, genre il a rien touché. C'est déjà arrivé, donc ça, il faudra qu'on le contrôle. Mais en tout cas, on sait qu'on a un piston die. Donc du coup, on comprend pourquoi lors du lâcher de pédale, donc en fait, on va créer un vide dans les chambres de combustion. Donc on va venir faire travailler les segments pour tout simplement éviter d'aspirer de l'huile. Et là, vu qu'il y a un morceau de piston qui est cassé au niveau de la gorge de segment, du coup, notre segment fait moins bien l'étanchéité et laisse passer de l'huile. Donc voilà, on va contrôler les autres pour le plaisir, mais on a déjà notre explication. Donc là, très clairement, la vidéo de la boîte à air ne pourra pas avoir lieu. Et puis, on va forger ce moteur. Voilà, il n'y a pas besoin de vote ce coup-ci, on le sait. Allez, pour le plaisir, on va contrôler les autres. Je ne sais pas si on peut parler de plaisir, mais bon. On aurait bien une remontée d'huile aussi sur celui-là. Voilà, je vais essayer de tordre la caméra pour... Alors, gorge de cylindre. C'est pas facile là, on y va vraiment... Ah bah tiens, et un deuxième de cassé. Vous voyez ici, je suis tombé dessus direct. Alors attendez, hop, j'essaie de plier avec. Vous voyez là? Gorge de piston, hop, il manque un morceau de piston et regorge de piston ici. Regardez, si je dézoome, on voit bien que là, il est cassé. Et un deuxième piston de cassé, et un deuxième. Bon, alors à tous ceux qui disent, vous voyez, 400 chevaux, ça tient. Moi, ça fait 10 000 km que je roule avec 400 chevaux. Honnêtement, on le savait. C'est quelque chose qu'on se doutait. C'est pour ça qu'au premier signe, je stoppe. Parce que là, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Le piston peut se détruire. Donc, tout simplement, on va casser les cylindres. Enfin, on va rayer les cylindres. On peut casser une bielle. Casser une bielle, ça veut dire qu'on va marquer le vilebrequin. On va casser le carter de bas moteur. En gros, c'est simple. Le moteur, on le prend, on le met à la poubelle, on en rachète un autre. Sauf qu'un moteur d'occasion, ça vaut dans les 4 000 €, plus le forgeage du moteur qui va nous coûter dans les 3 500. Au lieu de nous coûter 3 500, ça va me coûter, vous faites le calcul, 7 500. Donc du coup, c'est pour ça que je préfère arrêter de rouler avec et reprendre le projet du coup plus tard. Ah, ça c'est normal, c'est les emplacements de soupape.
Ouh, là, il y en a un peu d'huile dans ce coin-là. Là. Non, voilà, la collerette, elle est bonne. Celui-là, j'ai pas l'air d'avoir de dégâts. Ah, non, c'était de la calamine. Non, on n'a pas de dégâts sur celui-là. Eh bien, écoutez, ça correspond pile à nos bougies. Donc, quand il y en a qui ont des bougies noires sur leur Mégane 3 RS, bah, cherchez pas plus loin, les gars. Alors, attention, hein, je rappelle encore une fois, ma voiture roule, genre, parfaitement. J'ai la puissance, j'ai pas de bruit, j'ai pas de consommation d'huile. Alors, la consommation d'huile, elle doit y être, forcément, vu que ça fume, mais c'est quelque chose d'hyper minime, c'est-à-dire que c'est pas mesurable. Peut-être que sur 10 000 km, je vais avoir usé un demi-litre. Donc, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas un facteur qui peut amener à cette réflexion-là. Par contre, je vous dis, j'ai de la fumée bleue lors de la reprise des gaz après une décélération. Et au démontage des bougies, bah, vous voyez, j'ai 2 bougies qui sont noires. Et comme par hasard, j'ai 2 pistons de cassés. Donc, clairement, le diagnostic est tombé. L'affaire est bouclée. La Mégane, elle est explosée. Et il n'y a plus qu'à tout refaire. Bon, on va quand même se prendre un petit taux de compression parce que moi, je suis curieux de comparer les taux de compression moteur cassé avec ceux qu'on avait avant, que le moteur se casse. Donc, après, attention. J'ai un doute qui persiste, c'est que aujourd'hui, je suis incapable de vous dire si les pistons ont pété lors de la première phase, donc quand on est atteint les 330 chevaux et 500 newtons de couple, quand on s'était amusé avec Johan, ou bien depuis qu'on a fait la reprogrammation avec les 400 chevaux et les 511 newtons. Aujourd'hui, ce n'est pas possible pour moi parce que c'est un facteur qui ne se voit pas. Et ça se trouve, ça a même cassé après, parce qu'aujourd'hui, j'ai regardé 100% de mes rushs qu'on a fait chez MCR Performance quand on a préparé les 400 chevaux et les 500 newtons. À aucun moment, il y a eu de fumée qui est sortie de l'échappement lors de la remise des gaz. Mais encore une fois, entre la décélération de plusieurs minutes sur l'autoroute, enfin plusieurs minutes, plusieurs secondes, parce qu'en l'occurrence, c'est dès que tu lâches, je dirais, la pédale 4, 5, 6 secondes et que tu remets les gaz, où là, tu as ce phénomène-là. Sur le banc, tu n'as pas non plus ce phénomène-là, parce que sur le banc, tu tires, donc tu pousses, là, elle ne fume pas. Après, tu coupes, tu mets un coup de gaz, un coup de gaz, un coup de gaz, tu la laisses redescendre, tu la laisses refroidir et tu coupes. Du coup, on n'a pas non plus les mêmes conditions. Donc, ça se trouve, ça le faisait déjà avant et on ne s'en est pas rendu compte. Qui plus est, j'insiste sur le fait qu'avant, on avait un catalyseur et que maintenant, on est décatalysé. Donc, ça se trouve, on avait déjà le problème avant, mais qu'on ne s'était pas rendu compte de la fumée parce que le catalyseur emmagasinait la fumée. Donc, voilà, aujourd'hui, il y a des questions sur lesquelles je ne peux pas répondre et il y a des questions sur lesquelles je peux répondre. Deux pistons sont HS. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement prendre nos compressions moteurs, ce qui va nous permettre de pouvoir les comparer avec celles qu'on avait au début de l'achat de la voiture pour voir si oui ou non la préparation a entraîné une dégradation du moteur ou bien, voilà. Mais en tout cas, sachez qu'on le savait aussi, 400 chevaux au lieu de 250 dans un moteur, c'était pas fiable. À tous ceux qui disent oui, moi je roule, je pourrais continuer de rouler. Elle roule parfaitement. Le seul problème, c'est qu'elle pourrait aussi casser. Et ça, c'est ce que je veux éviter. Donc là, on met le compressiomètre ici. Tac. On va aller chercher le petit tableau Velleda. Et puis, on va remarquer les compressions. Alors, on avait pris côté distribution, qui est d'ailleurs l'inverse. Je le dis maintenant parce que j'ai regardé sur la RTA. Nous, on avait pris 1, 2, 3, 4 sur la vidéo. Et la réalité, c'est 1, 2, 3, 4. Ne me demandez pas pourquoi. Renault a décidé de faire autrement. Donc, on va reprendre le sens que moi, j'avais fait sur mes compressions, donc 1, 2, 3, 4. Ensuite, on comparera. Alors, reprenons nos moteurs. Tac, 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 tac. Disons qu'ici, on a la distribution. Donc, 1, 2, 3 et 4. Le verdict, c'est maintenant. Bon, j'ai pas trop d'espoir, soyons honnêtes. Mais je serais surpris quand même de voir qu'on arrive à maintenir les compressions avec un piston cassé. On fait des expériences sur cette chaîne. On aime bien les expériences. Alors, c'est pas facile de maîtriser le démarreur avec un bouton, puisque du coup, c'est pas moi qui gère la durée. Donc là, on a 10, 11, 11,5 bars. Putain, et
À vérifier, hein, mais j'ai l'impression que c'est mieux que ce qu'on avait. 11,5. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on avait pris nos compressions, on était encore sur l'ancienne huile. Donc une huile qui n'était pas céramique. Comme je vous l'ai dit dans les vidéos, c'est pas moi qui est ingénieur, etc. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est les gens qui l'ont créé et qui l'ont testé. Moi, j'ai fait que confirmer les tests. Aujourd'hui, les bases céramiques et les bases graphitées mettent entre 500 et 800 km pour venir s'ancrer dans les interstices du moteur et faire pleinement leur travail. Donc, c'est pas improbable qu'on ait des résultats mieux que ce qu'on avait avant grâce à l'huile céramique. Ça prouverait bien que l'huile céramique fonctionne, mais ça ne changerait rien sur le fait que notre moteur est cassé et que, encore une fois, j'ai beau le dire et le refaire, c'est pas parce qu'on teste des produits qui fonctionnent, qui sont aujourd'hui des excellents produits, que ça réparera un moteur qui est cassé. Ok, si vous avez des cylindres dans l'état de mes cylindres, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, ça marche, ça réparera rien. C'est juste un pansement sur une plaie. Donc, c'est parti, on prend toutes nos mesures et on sera fixé. Moment de verdict, cylindre numéro 2. Alors là, on est sur le plus cassé des cassés. Hein. Non mais incroyable. Incroyable, on a 9, 10, 11 bars. Je crois qu'on a mieux que ce qu'on avait avant. Incroyable. Sachant que je rappelle, hein, je l'avais fait moteur froid et on est toujours moteur froid et même plus froid parce que quand on a fait la vidéo, on était au mois d'août. Au mois d'août, il faisait, je dirais, pas loin de 30 degrés. Là, on est au mois de novembre, même là, on est passé au mois de décembre. Il fait -2. Donc en fait, 30, -2, juste là, on a une dilatation thermique. Et j'ai bel et bien l'impression qu'on a des résultats qui sont mieux qu'avant. Donc désolé à tous ceux que ça va en déplaire, on va confirmer après avec l'ancienne vidéo. Mais preuve que les produits qu'on valide fonctionnent. Voilà. Je n'invente rien. Je ne fais. Ouais, c'est pas truqué. Hein. Voilà, c'est un tuyau. Parce que je vois déjà les mecs qui vont dire ouais, c'est pas le même mano. D'ailleurs, le mano, vous pouvez le retrouver sur mylittlegarage.fr. C'est notre boutique officielle où vous pouvez retrouver ce testeur qui vous permettra de mesurer la pression de vos cylindres. Alors, deuxième cylindre qui est cassé. Donc, troisième cylindre sur le moteur. C'est parti, on teste ça. Alors. Putain. 11,25. Je suis moi-même en train d'halluciner. Parce que je sais qu'on n'avait pas ces chiffres-là. Pourquoi? Parce que ces chiffres-là sont des chiffres plutôt proches de moteurs atmosphériques, donc très comprimés. Et un moteur turbo, on décomprime. C'est-à-dire que, contrairement à ce que beaucoup de je sais tout m'ont mis dans les commentaires, la compression du cylindre, donc le taux de compression qu'on a là, va jouer sur l'effet de cliquetis. Plus on va avoir un taux de compression élevé, moins on va pouvoir comprimer d'air dedans avant le déclenchement du cliquetis. Le cliquetis, c'est quoi? C'est une explosion non contrôlée du mélange. C'est dévastateur pour le moteur. C'est-à-dire que vous pouvez péter votre moteur sur 100 bornes avec ce phénomène-là. Donc du coup, on va monter des compressions très fortes sur des moteurs atmosphériques puisque la pression de l'air qu'on injecte dans le moteur est atmosphérique. À l'inverse, sur les moteurs turbo-compressés, la pression elle est déterminée par rapport au réglage du turbo. En l'occurrence, nous ici, on est à 1,690, 1 bar 690. Contrairement à une voiture atmosphérique où on aurait la pression atmosphérique, donc la pression ambiante de l'air. Donc du coup, pour éviter le cliquetis, on va venir tout simplement décomprimer nos cylindres. Donc là, après, ça passe par les tests d'ingénieurs. Hein. Donc nous, si on prépare la voiture, on va mettre un joint de culasse un petit peu plus épais pour baisser le taux de compression, pour retarder le cliquetis. Bon, bref, voilà. Les moteurs sont conçus de cette façon-là, qu'on va avoir des taux de compression plus bas sur un moteur turbo, généralement de l'ordre de 9 à 10 bars, pour pouvoir repousser le cliquetis et donc pouvoir augmenter la pression de suralimentation. Si vous avez 14, comme on pourrait le voir, entre 12 et 14 sur les moteurs atmosphériques, vous mettez 0,5 bar de pression de surhale et vous avez du cliquetis. C'est pour ça qu'on est généralement sur des moteurs aux alentours de entre 9 et 10 bars sur des moteurs turbo pour justement pouvoir accepter la pression de surhale sans avoir du cliquetis. Aujourd'hui, on s'aperçoit quoi? On s'aperçoit que l'huile céramique améliore le taux de compression
du moteur. Incroyable. On conclut ça avec le 4e cylindre parce que moi je suis sur le cul. Parce que honnêtement, j'ai fait des tests avec des additifs anti-friction que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. MCR P18, donc P18 il y a quelques années, MCR maintenant parce que c'est mieux que le P18, qui arrivait à nous faire gagner 0,2 bar. Parce que on avait eu l'explication technique, parce que encore une fois, c'est pas moi qui l'invente, hein, je fais que tester et après je demande la technique. On nous avait dit qu'en gros, c'était la vibration du segment sur le cylindre qui crée une déperdition de pression. Et du fait de limiter la friction, on limite cette vibration et donc on augmente la pression. Aujourd'hui, je pense que le test il va être plus que parlant quand on va reprendre l'ancienne vidéo. On peut s'apercevoir que quand la céramique elle est en place dans le moteur, le taux de compression est transformé. Test final sur le cylindre 4 et on conclut. Et là on a 10 bars. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Alors certains vont se demander pourquoi je dis waouh, waouh, waouh. Là, je rappelle, on a des cylindres cassés. Ici, là, c'est cassé. Genre, on a 11 bars avec un cylindre cassé. Enfin, un cylindre, non, excusez-moi, parce que là, le mec, il confond le cylindre et le piston, il sait pas faire de la mécanique. Je le vois déjà arriver. Les mecs, je voudrais bien vous suivre sur 24 heures, enfin, si vous faites pas de faute de langage. Je reviens. Piston cassé, consommation d'huile, on a 11 bars. Incroyable. Incroyable. Franchement, je n'en reviens pas. Je n'en reviens pas. Donc, vous voyez ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon petit téléphone. Je vais reprendre la vidéo qu'on avait fait sur les cylindres. Le petit tableau qui va bien. Tac. Vous voyez, je n'invente rien. Je zoome. Ça, c'est les compressions qu'on avait lors de l'achat du véhicule avec l'ancienne huile. Donc, on avait cylindre 1, 10 bars. Cylindre 2, 9,5. Non mais c'est incroyable. Cylindre 3, 9,2. Et troisième, 10 bars. Là, je suis moi-même sur le cul quand je vous fais le truc. C'est-à-dire que là, on avait des cylindres qui n'étaient pas cassés. On avait la même huile. C'est-à-dire que dedans, il y avait une 540. J'ai mis une 7,5-40 céramique. Donc, on a le même grade d'huile. Ici, on avait 30 degrés. 30 degrés de température. Ici, on a moins 2. Donc, regardez, moins 2 ici. Plus 30 ici, lors des tests. Ici, on a une 7,5-40. Là, on avait une 5. C'est le même grade. Qu'on soit d'accord, c'est le même grade. Aujourd'hui, on a 2 pistons qui sont pétés. Ici, nos 2 pistons n'étaient pas pétés. Et encore. Et encore. Parce qu'au moment où je vous fais cette explication, je me dis c'est quand même incroyable que quand on reprend les anciennes valeurs, nos 2 pistons qui sont cassés sont quand même nos 2 pistons qui avaient des faiblesses de compression. On pourrait se poser la question, et si nos pistons n'étaient pas déjà cassés? Et si nos pistons n'étaient pas déjà cassés et qu'on a eu la fumée apparente puisqu'on a retiré ce catalyseur? Aujourd'hui, je me pose la question. Au moment où je vous tourne cette vidéo-là, je me pose la question. Je trouve ça quand même bizarre que si je reprends mon tableau, alors, s'il y a des conclusions qu'on peut faire, c'est que le moteur est mort. Ça, on peut se le faire en conclusion. C'est fait, c'est un fait, c'est visualisé. On ne revient pas là-dessus. Ce qu'on peut déterminer aussi, c'est qu'à tous les beaux parleurs de je sais tout, que l'huile céramique, ça sert à rien, que les additifs, ça sert à rien. Les gars, je suis désolé pour vous, mais sans le vouloir, je vous ai cloué le bec aujourd'hui. Puisqu'on a gagné en moyenne 1,5 bar à l'exception du cylindre 4 sur tous les cylindres grâce à la céramique. Donc, baisse de friction, amélioration des compressions, c'est un fait. Je n'invente rien. Qui plus est que c'est même pire que ça, parce qu'on a fait les tests à moins 2 quand on les avait fait à plus 30 degrés de température ambiante. Donc, meilleure dilatation thermique, donc meilleure compression. Si vous faites le test moteur chaud, vous allez avoir des valeurs encore supérieures. Il faut toujours faire les tests moteur froid. L'huile, on est sur le même grade. Donc, on ne peut pas dire que ce soit la viscosité de l'huile qui ait fait que ça bouche les segments. Alors, aujourd'hui, ce qu'on peut conclure, c'est que j'ai absolument aucun défaut lors du démarrage ou de la conduite de cette voiture-là parce que mes compressions sont parfaites. On peut, je pense aussi en conclure, je pense sincèrement que le moteur était cassé avant la préparation puisque je trouve que cette similitude-là, elle n'est pas faite par hasard.
J'ai du mal à croire que ça, ce soit le hasard de ça. Vraiment, j'y crois pas. Et je pense que nos fumées sont dues à la suppression du catalyseur. Le catalyseur devait récupérer ces fumées-là et peut-être qu'on avait 10% de la fumée, mais du coup, elle n'était pas visible. C'est-à-dire que je n'ai jamais roulé derrière mon véhicule. Aujourd'hui, quand je roule dans mon véhicule, quand je freine et que je laisse décélérer et que je réaccélère, je vois un nuage de fumée qui sort par mon pare-brise arrière. Avant, je ne le voyais pas, peut-être parce qu'il n'était que 10%. C'est parce que je l'ai vu que Marion a pris la voiture et que je l'ai suivi avec une autre voiture pour voir cette fumée-là. Avant, ça ne m'avait jamais interpellé, donc je n'avais jamais prêté attention. Et après réflexion, à la fin de cette vidéo-là, je pense que le moteur était déjà cassé et qu'on avait ce problème, mais qui était amoindri par le catalyseur. Je me suis aussi posé la question, est-ce que ce n'étaient pas les bougies trop chaudes que j'avais reçues qui avaient détérioré le piston? La réponse, c'est non. Parce qu'une bougie trop chaude va créer une fusion sur le piston. En gros, regardez sur Google, vous tapez cliquetis sur le piston. En gros, ça va faire exactement la même chose. On va venir perforer le piston par point d'étincelle, par point d'allumage. Aujourd'hui, sur les pistons, on n'a pas ça. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas lié aux bougies. C'est significatif, c'est des pannes qui sont très connues, ça se serait vu. Aujourd'hui, ce n'est pas les bougies. C'est peut-être nous, à avoir mis trop de puissance dedans, qui avons, on le savait, altérer la fiabilité du moteur et potentiellement casser deux pistons. Mais tous les tests qu'on a fait au début avant la préparation me laissent penser que c'était déjà présent. Donc j'ai une envie, avant de clôturer cette vidéo-là, c'est de reprendre le turbo que j'ai toujours pas envoyé chez BG Turbo et de regarder mon hélice d'échappement, savoir s'il y a des traces d'objets qui auraient pu traverser ce turbo. Ça pourrait me donner un indice. Alors on se retrouve sur notre ancien turbo, que j'ai eu la présence d'esprit de garder avant qu'on reforge ce moteur-là. Je suis à la recherche d'un potentiel défaut sur une hélice qui pourrait laisser penser qu'un corps étranger ait traversé ce turbo-là. Ce qui pourrait nous donner un indice que c'était déjà cassé avant. Encore une fois, comme je vous ai dit dans cette vidéo, au début, j'ai déjà vu des morceaux qui sont cassés de piston, qui ont traversé l'hélice sans endommager l'hélice. Ça s'appelle de la chatte, du cul, de la chance, appelez ça comme vous voulez. Mais ça existe, donc peut-être que ça existait. Par contre, quand on va refaire le moteur, si on détecte qu'il y a des morceaux qui ont traversé l'hélice d'échappement du nouveau turbo, on saura précisément que le problème venait après le montage du turbo, donc au passage des 400 chevaux. Par contre, s'il n'y avait rien, moi je parierais que c'était déjà présent avant. Là, je suis en train d'inspecter de manière minutieuse et je ne vois rien. Je ne vois pas de traces. Honnêtement, le doute persiste. C'est incapable tout de suite maintenant de vous dire si c'était déjà présent. Le seul moment où on pourra apporter le verdict, c'est quand on aura déposé notre nouveau turbo, quand on va refaire le moteur. Si notre nouveau turbo a des traces de corps étranger au niveau de l'échappement, c'est que ça a cassé après la mise du turbo. Donc, quand on est passé à 400 chevaux. S'il n'y a pas de traces, ça veut dire que ça a cassé soit avec celui-là, donc début de la préparation, ou quand moi j'ai acheté la voiture, donc en l'occurrence quand j'ai acheté la voiture puisqu'on avait déjà des défauts de compression dessus, ou bien avec le nouveau. Ça, on ne le saura jamais. Mais moi, je suis prêt à parier que c'était déjà présent et que c'est le passage au décatalyseur qui a augmenté le taux de fumée et qui m'a donné la puce à l'oreille. Mais en tout cas, je n'ai pas envie d'aller plus loin, de risque de tout péter. Ouais, bien les amis, ça y est, ça s'achève pour cette triste vidéo. Mais il faut toujours voir le côté positif. Et dans cette vidéo, moi, je vois beaucoup de points positifs. C'est-à-dire que je suis hyper content d'avoir fait un diagnostic précis de la voiture avant préparation. Ce qui aujourd'hui nous permet de voir que potentiellement, ce n'est pas la préparation qui a pété ces deux pistons. Le verdict, on l'aura quand on commencera à forger ce moteur-là, donc dans la partie 4 de ce projet. Je suis hyper content, si on voit vraiment que le positif de cette vidéo, de voir les effets à long terme de l'huile céramique sur les moteurs. On avait déjà fait le test avec des additifs qu'on dit liquides, donc MCR P18, le MCR qui est au-dessus du P18 dans les tests qu'on a fait, qui améliorait la compression moteur en moyenne de 0,2 bar. Aujourd'hui, on a la surprise qu'après, je dirais, 3000 km avec de l'huile céramique, on augmente d'1,20 bar de moyenne la pression dans les cylindres. Ce qui est juste incroyable. Incroyable. Et on pourra dire que je suis un menteur, les chiffres sont là, c'est le même mano, c'est la même voiture. On a même des conditions qui sont défavorables puisqu'on a une température qui est plus basse. Les chiffres sont là, je n'invente rien. J'ai la surprise en même temps que vous, c'est des chiffres incroyables.
On s'aperçoit même que l'huile est tellement incroyable qu'avec 2 pistons pétés, on a une pression dans la chambre de combustion qui est à 11 bars, voire même plus. Donc c'est incroyable, les chiffres sont là. Franchement, je suis sur le cul, il n'y a pas d'autre mot. Alors bien évidemment, si vous voulez l'huile céramique, je vous mettrai tous les liens en description de la vidéo, disponibles sur notre boutique officielle www.metalgarage.fr, qui sont testés et validés depuis maintenant pas loin de 2 ans. Les amis, maintenant on va revenir un petit peu plus sur la partie moins cool de cette vidéo-là. 2 pistons HS, consommation d'huile. Et bah, je crois que l'étape 4 de ce projet va voir le jour, c'est-à-dire sortir le moteur, mettre des pistons Wasner forgés, réaliser les cylindres, passer en bielle forgée, embrayage renforcé, etc. Et puis, je ne sais pas à combien on va pouvoir gonfler ce moteur-là. J'ai envie de dire, plus le chiffre sera gros et plus la partie de rigolade sera sympa. Mais aujourd'hui, on n'a pas de chiffres. Il n'y a pas de personnes qui ont fait ce qu'on va faire dans la configuration qu'on va le faire. Donc c'est la surprise pour moi, pour mes partenaires, pour tous ceux qui bosseront sur ce projet-là. Donc j'espère pouvoir faire appel à mon catalogue de partenaires pour aller loin dans ce projet-là, dans un projet qui est purement débile, intéressant et passionnant. C'est à peu près ce qui résume ce projet-là. Mais en tout cas, ça me fait plaisir de le faire, ça me fait plaisir de m'amuser, ça me fait plaisir d'avoir des partenaires de confiance et ça me fait plaisir que ça vous fasse plaisir. Donc les amis, désolé pour cette casse, malheureusement, ce qui devait arriver arriva. On aura le fin mot de l'histoire qu'une fois qu'on aura sorti ce moteur de la voiture. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. Merci à tous. Vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Tous les liens sont en description de la vidéo, ce qui vous permettra de suivre au quotidien ce qu'on fait au garage. Et bien évidemment, si tu veux voir la suite et la future préparation de cette Mégane 3 RS, abonne-toi à la chaîne YouTube. C'est gratos, ça fait plaisir. Et moi, je te dis à très bientôt. Ciao!